Bonjour et bienvenue à l'amour versus aimer. Sommes-nous obligés d'être en couple pour sortir de l'isolement? As-tu l'impression que l'amour, ça marche à sens unique ou pire, que c'est un mythe? Bienvenue dans La richesse des différences, le podcast où l'on démystifie, légitimise la diversité. Ici, on déconstruit les illusions et croyances limitantes et on s'ouvre à une réalité plus vaste. On choisit de comprendre au lieu de juger, parce que lorsqu'on se sent vu, entendu et compris, on se sent enfin libre d'être vrai. Chaque épisode est une invitation à revoir et à créer ta propre vérité. Installe-toi confortablement et laisse-toi porter. Aujourd'hui, dans la richesse des différences, quand l'amour nous a blessés, pour ne pas dire brisés, un retour est-il vraiment possible et le voulons-nous vraiment? J'ai vraiment envie de t'amener dans un espace où est-ce que on va faire un voyage dans le temps et on va reculer à tes premières amours, pour ne pas dire ton premier amour. Et pour te souvenir de comment on se sent la première fois qu'on tombe en amour. Souvent, on est relativement jeune et on part, on court tête baissée. Et mon Dieu, qu'on flotte, tout est beau, tout va bien. On ne cherche pas c'est la faute à qui, c'est grâce à qui, comment ça a pu se produire. On tripe, on flotte. On est vraiment dans un espace de haute extase. Et ce qui est cool, c'est qu'on n'a jamais eu peur. Fait que, on se donne à fond la caisse. Donc, on se donne totalement. On est dans un espace d'abandon à l'amour. Et cette fête-là qui s'installe à l'intérieur de nous fait que on s'abandonne totalement et on le vit avec une intensité, une profondeur qui nous dépasse totalement tant que ça dure. Et là, je suis vraiment plate, mais je vais t'amener à te souvenir de ta première rupture. Bon, je ne sais pas, c'est-tu toi qui as rompu, c'est-tu l'autre qui a rompu, mais une première peine d'amour, normalement, c'est une perte de contrôle et souvent, ça va être nous qui va avoir perdu l'amour, pour que sinon, ça ne s'appellerait pas une peine d'amour. Et c'est là qu'on vit notre première quête de coupable. Donc, on a l'impression que la personne qu'on aimait nous a volé notre amour, comme si l'amour qu'on avait partagé, qui nous avait unis, qui nous avait nourris tellement bien, tout à coup, la personne nous l'avait volé et était partie avec, comme si c'était la clé de notre cœur. Il y a souvent des petites analogies comme ça qui se promènent. Elle est partie avec la clé de mon bonheur, elle est partie avec la moitié de mon cœur. Donc, on se sent extrêmement dépossédé, en perte de contrôle et bien sûr vide et ça fait mal. Donc, c'est quoi ce mal-là? On va y revenir plus tard, mais je veux vraiment qu'on reste dans l'espace-temps où tu vis ton premier amour et ta première peine d'amour. Et c'est dans l'espace de peine d'amour que le phénomène de trouver un coupable ou un responsable s'installe. Et c'est là que le fuck commence parce que le responsable arrive dans la douleur et non pas dans l'amour et le confort. Et c'est là qui fait qu'on va souvent s'égarer dans notre conception de l'amour, comme si on avait quelqu'un qui nous avait livré l'amour puis qui était reparti avec après quand ça faisait plus son affaire. Donc, c'est un espace vraiment de haute confusion parce que quand ça va bien, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas personne qui est en charge de ça, ça s'est fait tout seul. Et quand il y a une rupture, là, il y a un coupable, puis on y en veut donc bien. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'issue d'une expérience comme ça? Bien sûr,
on trouve des responsables, des coupables de notre souffrance, on nourrit une victimisation, on se retrouve dans un espace où est-ce qu'on se sent dépossédé, démuni, et peut-être même qu'on retrouvera jamais un amour comme ça. Je me rappelle très bien de mon premier, tu sais, mes amours, j'étais une extrême romantique, je vais revenir plus tard, mais à quel point mes premières peines d'amour, qui étaient toujours extrêmement souffrantes, parce que j'étais une grande romantique, où est-ce que je me disais, je ne retrouverai jamais un amour comme ça. C'est tellement drôle, parce que j'en voudrais plus aujourd'hui de ces sortes d'amour-là, mais à l'époque, c'était un idéal amoureux. Donc, qu'est-ce qui arrive à l'issue de cette posture-là où est-ce que, on se sent dépossédé, on se sent une victime, on se sent impuissant et on cherche un coupable, un responsable à notre souffrance? Eh bien, on se retrouve inconsciemment et spontanément à choisir une posture face, pas à l'amour, à notre souffrance. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire? Non, c'est ça qui se fait spontanément. C'est comme ça que se produit énormément de réactions lorsqu'on est sur un état de choc, un état de souffrance. On fait des choix inconscients et spontanés face, comme dans le cas d'une peine d'amour, admettons, on va faire un choix face à notre souffrance alors qu'on se retrouve à faire un choix inconscient face à notre relation à l'amour comme tel. Fait on s'entend-tu que dès le départ, on s'auto-bloque, on choisit inconsciemment de ne plus retourner dans cette zone-là parce qu'on ne veut plus souffrir. Donc, je te raconte un petit peu mon parcours en tant que grande romantique, vraiment, vraiment, là, tu vas avoir l'occasion de rire de moi si tu veux, parce que j'étais vraiment... dans le fond, j'ai passé mon enfance à écouter des émissions. Et si tu as 40 ans, 50 ans et plus, là, tu vas te souvenir de ces émissions-là, c'est certain. Donc, j'écoutais des émissions comme Demi Tan, j'écoutais des émissions comme Candy, et Candy a été mon ambassadrice, ma mentor affective, parce que elle était, pour moi, elle était joie, dynamisme, il n'y avait jamais rien de grave, donc elle m'inspirait beaucoup de par son enthousiasme, mais veux pas, Candy était une petite orpheline, typique de tous nos dessins animés d'enfance. Bien sûr, c'était une orpheline, elle aussi. Donc, elle avait vraiment un complexe du rejet très prononcé. Donc, elle perdait ses amitiés. Elle tombait en amour constamment sur des amours fondés sur presque rien, à part l'inaccessibilité de la personne avec qui elle tombait en amour. Donc, ça a été vraiment ma mentor au niveau des relations amoureuses. Donc, mon grand romantisme me faisait m'amener tout le temps à tomber en amour vraiment rapidement avec, dès que quelqu'un posait le regard sur moi ou s'intéressait à moi, c'est sûr que, tu sais, du fait que mes parents sont séparés, j'avais 3 ans, ben c'est sûr que de ne pas avoir le regard de mon père qui se posait sur moi, de ne pas avoir un regard d'admiration ou peu importe, ben c'est sûr que à la base, j'étais en quête d'un regard tout court. Donc, dès que quelqu'un me regardait ou que je sentais un regard, ben pour moi, c'était le grand amour. C'était vraiment pathétique à quel point je tombais en amour facilement. Je me souviens qu'à l'adolescence, j'étais en amour et je les accumulais, donc je les comptais. Et là, j'allais voir, mettons, une de mes amies, puis je suis rendue à 9 ou 12. Et je suis montée que j'étais en amour avec 15 gars en même temps. C'est pour te dire à quel point ma folie pathétique de romantisme m'amenait à chaque pause, parce que tu sais, à la polyvalente, tu avais 1 heure de cours, puis là, tu avais un 10 minutes. Ben là, à chaque 10 minutes de pause, c'était le suspense, quel que j'allais croiser dans les corridors, qu'est-ce qui allait se passer, de quoi j'allais pouvoir nourrir. À l'époque, je croyais nourrir le fait d'être en amour
Mais avec du recul aujourd'hui, je me rends compte que je nourrissais bien plus mon rejet que mon amour. Mais pour moi, c'était la fête, je les voyais, on échangeait quelque chose, puis peu importe, je voyais bien rien que ce qui me tentait, même si la personne me faisait sentir qu'elle voulait rien savoir. Pour moi, au moins, elle m'avait parlé. Fait que c'était vraiment... je regarde ça aujourd'hui, puis je trouve vraiment drôle à quel point je pouvais m'abreuver d'amour, d'être en amour avec n'importe quoi. Donc, et ce qui est arrivé, c'est que je me suis mis à avoir des chums. Donc, à partir de l'adolescence, puis ma jeune vie d'adulte, je me suis mis à avoir des chums. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai jamais eu de vraie rupture. Pour moi, il y avait comme une espèce de, on s'est aimé, puis j'étais de nature, pour moi, un conflit, c'est la fin du monde. Donc, j'avais une nature où est-ce que je suis restée amie avec toutes mes ex. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de mes ex qu'on s'appelle encore pour se dire bonne fête. Donc, c'est vraiment, pour moi, au départ, c'était mon inconscient, bien sûr, mais c'était un espace où est-ce que je pouvais continuer. Puis c'est vraiment impressionnant quand on regarde ça avec du recul, c'est qu'aujourd'hui, je constate que ne pas rompre complètement puis en restant amie avec mes ex, ça me permettait d'être rejetée, même si, tu sais, c'est comme ça donnait de la perpétuité à mon rejet, à mon abandon ou à la rupture. Puis je regarde ça aujourd'hui avec beaucoup d'humour parce que c'était vraiment ça. Puis pour moi, c'était, à l'époque, je me valorisais, moi, je reste amie avec toutes mes ex. Puis je véhiculais ça, je parlais de ça comme d'une espèce de maturité qui me permettait d'être capable de ne pas en vouloir. Puis je disais à quel point que ben oui, c'est normal de rester amis, l'amour est encore là. Puis, fait qu'il y avait comme à la fois de l'inconscience, à la fois comme de la semi-conscience. Tu sais, je savais que c'était pas nécessairement sain mon affaire, mais j'avais pas envie de me soucier du fait que c'était pas sain. Pour moi, ça me confortait, ça effaçait la rupture de l'équation, puis ça me nourrissait dans « je ne suis pas seule ». Et c'est cet espace-là que je pense qu'on cherche tout à combler, c'est ne pas se sentir seul. Donc, qu'est-ce que ça l'a donné? C'est que, à un moment donné, et quand je vivais toutes mes peines d'amour, mais je me suis rendu compte avec le temps, parce que j'ai fait des dépressions, et il y a beaucoup de dépressions qui découlaient de peines d'amour. Et ce que je me rendais compte, c'est que mon Dieu, que je me nourrissais autant par être en amour que par la peine d'amour. Si tu savais à quel point Air Supply, si tu n'as jamais vécu une vraie peine d'amour, ou si tu es en train d'en vivre une et tu te dis comment je peux trouver du menoum dans ma peine d'amour, eh bien, pour moi, Air Supply était le groupe de musique par excellence pour pleurer toutes les larmes de mon corps sur mes peines d'amour. C'est sûr qu'il y avait bien d'autres groupes de musique, mais la tune de Air Supply, je me souviens plus du titre, mais il dit « The beating of my heart is a drum that is lost and it's looking for a rhythm like you ». Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le beat de mon drum, de ma batterie, the beating of heart, le battement de mon cœur est un drum, une batterie qui a perdu son beat et qui est en quête d'un rythme comme toi. Donc, c'est plus poche en français, mais en tout cas, c'est ça que ça veut dire pareil. Donc, j'entendais cette phrase-là et je pleurais ma vie. Et je me rendais compte, et c'était comme un espèce de parallèle. J'avais ma vie où est-ce que je vivais beaucoup de turbulences, j'étais beaucoup dans la souffrance, je vivais beaucoup puis je faisais mes dépressions au travers de ça. Mais quand j'avais une peine d'amour qui venait pimper ma dépression,
je pleurais tellement plus, puis j'avais tellement du confort et du plaisir à pleurer qu'à un moment donné, ça m'a comme, je me suis remise en question face à mon assouvissement que je vivais quand je pleurais. Comment ça peut me faire autant du bien? C'était presque orgasmique pour moi de pleurer. Comment ça peut me faire autant de bien de pleurer? Puis comment ça que j'en redemande? Et, tu sais, ça a fait un bout de chemin pour qu'à un moment donné, je me repositionne dans tout ça, puis je me suis dit, ben là, quand je tombe en amour, est-ce que je cherche vraiment de vivre l'amour ou de revivre une autre peine d'amour? Tu sais, il y a un espace, puis ça a été inconscient, là, ce cheminement-là, mais il y a un espace, un bout de temps dans ma vie, je pense que je suis restée 5 ans célibataire, puis je pense que j'ai vécu une ou deux dépressions pendant ce temps-là, puis, tu sais, je m'observais beaucoup. Et je constatais comment ça peut faire autant de bien de pleurer. Donc, ce qui a résonné dans mon cheminement par rapport à autant être en amour que de vivre mes peines d'amour, et par ma période de célibat, où est-ce que, regarde, tant qu'à me faire du mal, ben je vais être toute seule. Donc, je suis restée toute seule. Et j'ai découvert, par le biais de ce 5 ans-là, mon autonomie. Donc, ça a été, pour moi, extrêmement révélateur. Pourquoi? Parce que mes premiers amours étaient c'était pas des espaces où j'étais en amour. Aujourd'hui, je le vois vraiment, c'était des espaces où je comblais un manque. Et c'est en me repositionnant, donc, c'est sûr que si je suis avec quelqu'un pour combler un manque, je vais avoir peur que ce manque-là ne soit plus comblé, mais en plus, je suis en danger à tous les jours d'être dépossédée de ce comblement-là. Je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est ça qui arrive. Fait que, comment je pouvais arriver à être en relation, si on peut dire, sainement? Donc, ça a été vraiment un espace où est-ce que je me suis dit, OK, comment je peux arriver à ne plus avoir un manque à combler? Bien, c'est en développant mon autonomie. Et c'est vraiment là que tout ça, c'est sûr que ça s'est étendu sur une échelle de temps plus ou moins longue, mais ça a été un processus duquel j'ai pas eu le choix de me rendre compte un jour, si je suis avec quelqu'un pour combler un manque, je pars avec 2 prises. Je pars larguée dès le départ parce qu'il y a la peur du manque qui est persistante. Et d'ailleurs, j'avais des chums qui étaient jaloux, insécures et tout ça parce que c'est sûr, il fallait qu'ils soient extrêmement dépendants de moi. C'était sécurisant. Puis je me suis fait avoir dans cet espace-là aussi. Fait qu'il y a vraiment un challenge face à l'amour. Donc, je ferme la page de mon anecdote de parcours de vie, puis je te reviens avec c'est quoi l'amour, c'est quoi aimer, puis comment est-ce que ça s'utilise pertinemment. On est la veille de la Saint-Valentin. Si tu écoutes en replay, peut-être que ça fit moins bien, mais l'émission est livrée le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Et c'est vraiment mon cadeau à toi pour t'aider à te repositionner face à l'amour, que tu sois en couple ou pas. L'auto-observation est toujours la clé. Mais quoi et comment? Qu'est-ce qu'on devrait observer et comment? Donc, premièrement, je vais t'expliquer la différence, ben du moins, comment je conçois la différence entre l'amour et aimer. L'amour, je le conçois vraiment comme ce qui unit ce qui est uni. OK, je le répète, l'amour, pour moi, c'est ce qui unit ce qui est uni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, mettons, je suis en amour avec toi. Et qu'est-ce qui fait que je suis capable vraiment comme d'avoir le sentiment que je touche à quelque chose?
Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression, quand on est en amour avec quelqu'un, que tout à coup l'amour devient tangible? Cet espace-là, c'est parce que l'on croit, on choisit de croire, plus ou moins consciemment, on s'entend. Qu'est-ce qui fait que le lien d'amour existe? C'est parce que je choisis de croire que nous sommes unis par un lien quelconque, qu'on a nommé l'amour. Mais comment ça que je suis capable de dire je t'aime à une amie, à une connaissance? Comment je suis capable de prendre une personne dans mes bras puis lui dire je t'aime si c'est pas mon chum ou ma blonde? Parce que si nous avions eu la maturité intellectuelle et spirituelle de comprendre ce qu'est l'amour à l'époque où je t'aime a été créé, conçu ou whatever, on aurait dit j'aime que nous soyons unis au lieu de vous dire je t'aime. Et tu en feras l'expérience si tu as quelqu'un que tu aimes beaucoup dans ta vie, que ce soit, je sais pas moi, ta mère, ton ami, ton chum, ta blonde, peu importe, mais une personne qui t'est chère et que tu as la chance de côtoyer aujourd'hui, la prochaine fois que tu iras la voir, de la prendre dans tes bras et de lui dire « J'aime tellement que nous soyons unis ». Et tu vas voir comme si, comme par magie, ton amour allait prendre de l'ampleur. Ta conception de la relation allait venir plus grosse. Parce que, au lieu de dire « je t'aime », donc de dire « c'est toi que j'aime », tu vas voir toi, l'autre et ce qui vous unit. Donc, tu as l'impression que « j'aime que nous soyons unis » va donner de l'ampleur à « je t'aime » parce que tu ne regarderas plus seulement la personne, mais tu vas toucher en conscience, en lucidité, à, dans le fond, c'est le lien que j'aime. C'est le lien que je choisis de nourrir. C'est le lien que j'apprécie. Et c'est le lien que je veux garder. Et dans cet espace-là, la magie, c'est que ce lien-là est immortel. J'ai perdu ma meilleure amie à 37 ans. Je me suis fait avorter à 21 ans. Et j'ai perdu mon chien la semaine passée. Et la magie qu'il y a derrière ça, c'est que j'ai jamais adhéré à la proposition que je n'avais plus le droit de croire en le lien qui nous a unis et qui nous unit toujours. Il y a des traditions dans d'autres pays où est-ce qu'ils honorent leurs défunts à chaque année, ils font des chandelles qui brûlent ou peu importe. Et j'ai trouvé ça vraiment mignon parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui fait qu'un drame perdure dans le temps? C'est parce qu'on choisit de s'en rappeler. Qu'est-ce qui fait que la souffrance perdure dans le temps? C'est qu'on s'en souvient, qu'on la nourrit de notre impuissance, de notre souffrance. Mais qu'est-ce qui fait que l'amour survit? C'est qu'on nourrit le vivant. On nourrit l'expérience de la relation. On nourrit ce qui nous a fait sentir présents à l'alliance. Cet espace-là où la proposition de l'isolement peut se dissoudre. Parce que on est constamment unis, liés. Quand je parle d'alliance, et que dans le fond, je parle de l'alliance universelle, de l'un, de l'unité, de l'amour universel, inconditionnel, appelle ça comme tu voudras. Mais pour moi, pourquoi ça m'émeut autant? Parce que c'est l'espace par lequel je ne me sens plus jamais seule. Parce que à tous les jours, on a l'occasion de se sentir unique, différent et isolé, ou d'observer nos similitudes, qui fait qu'on côtoie et qu'on navigue
l'humanité par le biais d'égrégores, par lesquels, vibratoirement, on n'est jamais seul. Quand tu te sens seul, je t'invite vraiment à rentrer dans un espace où est-ce que tu te souviens que, je sais pas moi, tu es une femme. Est-ce que tu es la seule femme sur la planète? Non. Tu peux te souvenir que tu es une sœur. Est-ce que tu es la seule sœur sur la planète? Non. Tu es une enfant. Est-ce que tu es le seul enfant sur la planète? Non. Et lorsque tu te connectes à ces entités-là, donc ces espaces entitaires-là, qui sont comme un amalgame de ce qui fait de toi ce que tu es, la capacité à te connecter vibratoirement à ta similitude d'expérience terrestre. Ce qui fait que tu es toujours uni. Parce que sur la Terre, on est des humains. Et de par ce fait-là, on n'est jamais seul. Parce qu'on vit toutes à peu près les mêmes expériences. Et j'entends souvent, quand je parle d'amour universel, inconditionnel, et il y a souvent des gens qui me challengent et qui me confrontent face à ça, puis qui disent, ben oui, mais il y a la guerre, il y a la violence, il y a la famine. Et des épreuves comme on a vécu en 2020, la magie qui s'est produite par le biais de la COVID est tellement extraordinairement prodigieux que c'était quasiment impossible de le voir. Parce que les guerres, il y en a qui écoutent les nouvelles, il y en a qui ne l'écoutent pas, il y en a qui aiment ça, entendre parler de ça, il y en a qui... Mais le COVID, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix de quoi? De tout, en tant qu'humain, sur la planète. On n'avait pas le choix de regarder la même chose et de vivre, d'expérimenter, de vivre une expérience planétaire qui faisait unanimité dans le sens où c'était grandiose. Et autant que beaucoup de gens se sont réfugiés dans l'impuissance, d'autres se sont sentis moins seuls parce qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas seuls à vivre la chose comme ils le vivaient, ils n'étaient pas seuls. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que j'ai des gens que je côtoie qui sont dans l'amour universel, inconditionnel. Et ils me disaient, je me retrouve à ne pas être capable de faire un choix pour me positionner, que ce soit face à croire en la maladie, à croire au potentiel ou pas du vaccin et tout ça. Puis il y avait comme un conflit à l'intérieur et ce qui les confrontait, c'était peu importe ce que je vais choisir comme position, je vais déplaire. Peu importe ce que je vais choisir, je vais être confronté à l'impact de mon choix. Et ça, c'est l'expérience que tout le monde a vécue sans l'ombre d'un doute. Tout le monde était confronté à constater que peu importe ce qu'ils choisissaient de faire du virus ou du vaccin, peu importe, ils allaient être confrontés à ça fera jamais, jamais, jamais unanimité. Et pour moi, ça a fait de cette expérience-là une expérience extraordinaire où est-ce que les gens avaient à prendre conscience que leur choix, autant qu'il n'est pas important, autant qu'il est important, mais qui fait de nous ce que nous sommes, nos choix font de nous ce que nous sommes, et on ne fera jamais unanimité, que ce soit pour dire ce qu'on pense face à des événements mondiaux, ou que ce soit pour dire à notre chum, ben moi, je veux plus de ça ou moins de ça dans la recette. Moi, je veux tel ustensile pour manger. Moi, c'est pas assez chaud, je vais aller leur faire chauffer sans se sentir coupable de le faire réchauffer. C'est toutes des banalités qui, lorsque c'est vécu à grande échelle, c'est plus confrontant. Mais à tous les jours, on a le choix de s'aimer suffisamment pour faire de la place à notre différence. Et dans l'espace d'amour, c'est à nos préférences, à nos besoins, à nos limites, à nos objectifs et à notre droit d'accès au plaisir.
Donc, c'est quoi la différence entre l'amour et aimer? C'est que l'amour, c'est ce qui unit, ce qui est uni. Et aimer, c'est choisir de prendre conscience d'un lien, d'union, et de permettre qu'il y ait des gens au bout du fil. Aimer, c'est choisir de s'unir. Aimer, c'est choisir de croire qu'on mérite d'être unis. Aimer, c'est se donner le droit de s'unir. Et personnellement, c'est cette dernière phrase-là qui a été le plus dur pour moi. Dans les épisodes qui vont venir, tu vas apprendre à me connaître de plus en plus et tu vas découvrir des espaces où, à une certaine époque, je croyais que je méritais tellement pas d'être aimée, j'avais fait de moi un monstre. Donc pour moi, de concevoir que j'ai le droit d'être unie, que j'ai le droit d'être aimée, ça a été là mon challenge. Ça a été là où est-ce que ça a été difficile de me repositionner. J'avais même du mépris pour ceux qui m'aimaient parce que je ne le croyais pas et je trouvais ça fou de m'aimer avec générosité, avec proximité, alors que j'étais tellement convaincue. Je m'appelle ça être une conne vaincue. J'étais tellement une conne vaincue que c'était pas pour moi, que je ne le méritais pas, qu'il a fallu que je me repositionne vraiment avec acharnement. Là, vraiment fallu que je me convainque. Ça a pris 10 ans à mon chum pour me convaincre. Et il ne savait pas sur quel dossier il travaillait. Là. Mais pour moi, ça a été vraiment 10 ans d'acharnement. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, quand j'ai dit « OK », c'était vraiment fascinant parce que à toutes les fois qu'il m'offrait un cadeau ou qu'on développait un confort dans la maison, je venais en colère, puis je comprenais pas comment je peux être en colère de vivre dans le confort. Et quand je me suis repositionnée, j'ai dit c'est assez les conneries. Tu mérites que ce qu'il y a de mieux. Et j'ai réalisé que c'est ce qui avait essayé de me convaincre pendant 10 ans. Et j'ai pris des post-it, 150 post-it, et j'ai écrit « merci ». Et j'ai tapissé la maison de tout ce qui m'avait mis en colère quand c'était rentré. Et mon chum est arrivé, puis il a regardé ça, et c'est « qu'est-ce qui se passe? » J'ai dit « c'est thérapeutique, mon amour! » Donc, c'est impressionnant, tous les efforts et le dévouement qu'on peut mettre à la proposition qu'on ne mérite pas d'être aimé. Mais en cette veille de Saint-Valentin, qui devrait être une veille de tous les jours, l'espace où on se donne le droit d'être aimé, qu'on nourrit notre choix de s'unir, qu'on nourrit notre foi en ce qui nous unit, ben c'est vraiment l'espace dans lequel je t'invite. Alors, pour terminer, j'aimerais vraiment t'amener dans un espace de réflexion. Parce que je te disais que l'auto-observation, c'est la clé. Donc, j'aimerais vraiment t'amener dans un espace d'auto-observation pour que tu t'évalues dans ta posture face à l'amour. Donc, 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui me fait me sentir seule? 3 petits points. Même en couple. OK, donc, rentre en auto-observation, puis comment est-ce qu'on peut se sentir, qu'est-ce qui fait qu'on se sent seul? Et souvent, on se sent seul même en couple. Donc, je t'amène en auto-observation. Deuxièmement, deuxième question, suis-je capable de croire que je mérite d'être aimée? Et ça, c'est une phrase qui dérange, qui blesse, mais c'est celle qui a fait une différence dans ma vie. Et troisièmement, la troisième question, qu'est-ce qui change quand je suis seule versus en couple ou avec des amis? Et vraiment, prends le temps de te déposer, donc je la répète, qu'est-ce qui change quand je suis seule versus quand je suis en couple ou avec des amis? Donc, l'indicatif pour vraiment intégrer cet espace-là, c'est comment j'utilise l'autre ou les autres
Est-ce que je les utilise pour me valoriser ou me dévaloriser? Est-ce que je les utilise pour me donner de l'estime, de la valeur, pour m'estimer plus? Ben, tant que je ne suis pas toute seule, ben, je suis hot, je ne suis pas toute seule, je ne suis pas un rejet ou whatever. Et est-ce que je me sers de l'autre, et là, c'est la zone où ça risque de gricher, d'être moins confortable. Est-ce que je me sers de l'autre pour faire la preuve que je ne mérite pas? Malheureusement, dans l'espace où je me considérais comme un monstre, j'ai utilisé des amis précieux. Et ça, c'était inconsciemment, mais j'ai utilisé des amis précieux pour faire la preuve que je ne méritais pas. Puis ces gens-là m'aimaient tellement qu'ils m'ont prouvé le contraire. Parce que même si j'ai été très monstrueuse, ils sont restés unis à moi. Je remercie ces amis-là. S'ils écoutent le podcast, c'est sûr qu'ils vont se reconnaître, c'est certain. Alors, je te laisse vraiment avec cet espace-là d'introspection qui va te permettre de mettre en lumière, de te voir vraiment dans ta posture, où est-ce que tu aimes, est-ce que tu te laisses aimer, ou est-ce que tu choisis de nourrir ton aptitude et ta légitimité à l'alliance. Alors, je t'invite vraiment, cette émission-là est, oui, sur Spotify, mais sur YouTube aussi. Tu peux même l'écouter en vidéo si tu le souhaites, si c'est pas cette version-là que tu écoutes. Je t'invite vraiment à laisser des commentaires sous la vidéo YouTube ou sur le site web avec le numéro d'épisode pour que je puisse vraiment lire ça. C'est quelque chose qui va me faire extrêmement plaisir, donc tu ne l'écriras pas pour rien. Il y a au moins moi qui va le lire, mais je t'invite vraiment à partager qu'est-ce qui t'a secoué, quelle prise de conscience qui d'après toi va faire une différence dans ta vie. Qu'est-ce que tu as l'intention d'essayer? Qu'est-ce que tu as découvert? Vraiment, je t'invite à partager. Je suis impatiente de lire ça. C'est ce qui va nourrir mon plaisir de poursuivre cette activité-là de podcast. Donc, avec tout mon cœur, je te remercie à l'avance pour ton implication à nourrir et partager, parce que c'est sûr que tes prises de conscience vont peut-être faire déclencher des prises de conscience chez les autres. Donc, vraiment, le partage, pour moi, c'est la clé dans ma communauté, dans mon académie, lorsque les étudiants, on se rencontre sur une base régulière, c'est vraiment l'espace qui les aide à intégrer les enseignements qu'il y a dans l'académie. Donc, le partage, c'est hallucinant, c'est vraiment impressionnant l'impact que ça peut faire de partager ce que tu vis dans ta façon de le vivre, parce que moi, je t'ai raconté comment moi, j'ai vécu ça. Mais il y a tellement de façons de vivre ça que plus tu vas le partager, plus les gens vont faire des connexions dans leur tête, plus ils vont pouvoir se repositionner, se remettre en question, s'entraîner à renaître à la vie. Alors, c'est ce qui termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Bien sûr que je t'invite à partager et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode que je vais te livrer avec autant d'amour, de passion et de transparence. Bonne journée.